Alors, la COP 15 s'est tenue donc à Abidjan l'année dernière. Cette conférence des parties a adopté un certain nombre de décisions qui sont d'abord du ressort des parties, des États membres. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre nous a fait le bilan hier de la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan qui avait été prise par le gouvernement ivoirien lors de cette COP, qui a pour but de restaurer les terres et de réduire les pertes de sol qui sont le fondement même de l'économie ivoirienne. Donc ça, c'est des actions concrètes qui sont déjà en cours dans le cadre, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y avait aussi la déclaration d'Abidjan qui avait été adoptée par les chefs d'État qui avaient pris part à cette conférence. Et nous savons que plusieurs pays sont déjà en train de mettre en œuvre leurs décisions. Au niveau du secrétariat de la Convention, nous sommes à pied d'œuvre et l'état d'avancement est relativement satisfaisant, je dois dire, même si nous sommes à moins d'un an déjà de la COP. Il nous reste encore un an avant la COP prochaine, donc le programme c'est sur 2 ans. Et donc il y a un état d'avancement satisfaisant. J'aimerais souligner simplement l'importance de cette conférence des parties comme un cadre multilatéral qui permet à tous les pays du monde de se retrouver pour adopter des décisions solidaires en faveur de la restauration des sols, de la réduction des pertes de terres arables et également pour réduire l'impact de la sécheresse sur l'économie, sur la santé et sur le bien-être humain. Donc, ces conférences de parties sont des cadres multilatéraux qui sont uniques dans le monde et qui permettent aux pays du Pacifique, aux pays d'Afrique, aux pays des Caraïbes, d'Europe et des États-Unis, des Amériques de se retrouver pour adopter des décisions solidaires. Donc, il est très important de s'assurer que la mise en œuvre de ces décisions est faite par les parties, les 197 parties de la Convention, appuyées par le secrétariat. Alors, l'une des choses les plus... la sécheresse est vraiment un phénomène très insidieux qui attaque à la fois l'économie, le bien-être humain, mais aussi le bien-être des écosystèmes. C'est un phénomène très complexe qui n'est pas nouveau. Les sécheresses ont existé depuis des milliers d'années, mais les fréquences et l'intensité des sécheresses telles qu'on les connaît aujourd'hui est quelque chose d'inédit. Et donc, à la COP 15 à Abidjan, un groupe de travail intergouvernemental avait été mis en place pour que les parties à la Convention, dans leur globalité, puissent se retrouver par petits comités de manière à faire avancer le dossier avant la COP 16 qui est prévue en 2024 en Arabie Saoudite. Et donc ce groupe de travail se réunit régulièrement pour faire le point, pour mener des études et il est prévu que les conclusions de ce groupe de travail soient portées à la conférence des parties, à la prochaine conférence des parties qui est donc prévue l'année prochaine. Alors, le groupe de travail va proposer, il va faire des recommandations, mais encore une fois, on n'attendra pas la fin d'un groupe de travail pour commencer à travailler sur les sécheresses. Vous savez que aucun pays aujourd'hui n'est épargné par la sécheresse. Au début, on pensait que c'était seulement les pays d'Afrique qui subissaient les sécheresses, parce que c'était effectivement les pays les plus vulnérables. Mais à ce jour, on voit que ni les États-Unis, ni la France, ni le Japon, ni l'Allemagne, ni la Chine ne sont épargnés par les sécheresses. Bien sûr, quand elles frappent les pays les plus vulnérables, ça se traduit par des catastrophes humanitaires, par des pertes en vies humaines. Et quand elles frappent des pays économiquement plus puissants, ils ont des réserves. Et donc, ils puisent sur ces réserves pour subvenir aux besoins de leur population. Par exemple, au moment où on parle, la France est frappée par une sécheresse inédite qui, déjà en hiver, ils ont eu 35 jours, je crois, sans pluie, au moment où il fallait recharger les nappes. Donc imaginez que si la pluie ne revient pas à temps, ce que l'été va devenir et l'impact que cela peut avoir sur l'agriculture et sur l'économie française. Donc c'est des phénomènes qui sont de plus en plus intenses et c'est dans le cadre de cette convention que ces négociations ont lieu. Et donc le groupe de travail que vous avez évoqué est un organe subsidiaire ad hoc qui a été mis en place par la conférence des parties de manière à apporter des éléments de réponse qui seront soumis à la prochaine COP pour décision.
Non, il y a de l'espoir. Il y a des actions absolument nécessaires et qui sont claires maintenant à travers le monde. Il faut mettre en place des systèmes d'alerte précoce parce que la science peut nous informer plusieurs mois à l'avance des tendances de sécheresse ou d'ailleurs d'inondation parce que les deux s'alternent très souvent. Il faut également avoir des plans de riposte bien mis en place et qui sont prêts à être déployés au début des sécheresses, pas au milieu ou à la fin. Et ensuite, il faut un plan à long terme de manière à faire intervenir les assurances et d'autres outils financiers qui permettent de redresser la situation et peut-être de reconstruire avant l'avènement des prochaines sécheresses. Donc les outils existent et il est très clair que certains pays sont plus avancés que d'autres en matière de prévention de la sécheresse et de réduction des dommages liés à la sécheresse. Certains pays ne sont absolument pas encore suffisamment équipés. Et c'est pour ça que le groupe de travail dont on avait parlé plus haut permet d'apporter des solutions et de faire des propositions. Et chaque pays verra quelles sont les options. Et c'est comme un menu dans un restaurant, on choisira l'option qui est la plus appropriée. Mais il y a des outils. Non, il ne faut pas baisser les bras. Non, il ne faut pas, c'est pas une fatalité. Plus on est préparé, mieux c'est. Et quand on dit préparé, c'est bien sûr, c'est des plans qui sont développés par les gouvernements, mais c'est surtout au niveau des communautés à la base. Et il faudrait que les systèmes d'alerte précoce dont on parle ne soient pas limités aux gouvernements centraux, mais que cette information puisse être communiquée dans les langues nationales et à temps, et de manière à ce que tout le monde puisse se préparer et anticiper sur les questions de sécheresse et également puisse reconstruire après les sécheresses. Vous savez, les pays du Sahel qui ont mis en place le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel il y a déjà plus de 40 ans, sont en fait assez avancés dans ces mécanismes de planification, d'alerte précoce et de réponse, de riposte aux sécheresses. Et c'est grâce à cette méthodologie qu'il y a davantage de résilience dans le Sahel. On n'a pas revu les catastrophes qu'on avait connues dans les années 70 parce qu'on n'était pas suffisamment préparés. Aujourd'hui, les pays sont bien préparés. D'autres pays sont bien équipés pour faire face aux catastrophes. Ce n'est pas forcément les pays les plus riches d'ailleurs. Un pays comme Cuba, qui n'est pas forcément frappé que par des sécheresses, mais est très bien préparé à répondre aux désastres naturels parce qu'ils ont mis en place des systèmes suffisamment solides. Des pays développés ont également mis en place. Donc, c'est à la fois des pays développés et les pays en développement. Et de manière solidaire, on doit partager les informations. Un pays plus avancé économiquement n'est pas forcément un pays mieux préparé à la sécheresse. Donc, il y a des leçons à tirer et des expériences à partager à travers le monde. Et c'est à ça que servent les conférences des parties. Les États, dans leur sagesse, ont mis en place des mécanismes institutionnels, des mécanismes législatifs, de manière à pouvoir traiter des sujets très complexes qui sont certes interconnectés, mais de mettre le tout dans un seul panier ne permet pas nécessairement de décortiquer et de clarifier davantage. Donc les trois conventions de Rio dont vous avez parlé, je rappelle que c'est la convention de lutte contre la désertification, la convention sur la diversité biologique et la convention sur les changements climatiques. Donc c'est les trois conventions qui sont des conventions sœurs qui avaient été mises en place après le sommet de Rio de 1992. On est quasiment aux 30 ans de ces conventions et depuis qu'elles ont été mises en place et ratifiées. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour assurer la mise en œuvre conjointe de ces trois conventions, particulièrement au niveau national. Parce que ce n'est pas les déclarations qui vont résoudre le problème. C'est au niveau national, au niveau du paysan, qu'on ne fasse pas comprendre aux paysans qu'il y a un programme appelé biodiversité ou un programme appelé changement climatique. Le paysan, si je peux m'exprimer ainsi, il en a cure. Le paysan, il a une journée, il a une famille et il a un bien-être à assurer à sa population et à sa famille. Donc il est important que des actions intégrées soient mises en place au niveau gouvernemental, au niveau local, et qu'on travaille avec les autorités locales de manière à assurer une mise en cohérence
de ces questions qui sont traitées au niveau international différemment, mais au niveau national et au niveau local doivent être mises en jour de manière intégrée et au jour le jour. Donc oui, il était question de développer une déclaration. Elle aura lieu, mais elle ne sera pas suffisante pour changer le cours des choses, à moins que l'action sur le terrain se fasse de manière un peu plus intégrée.